Bonjour Mathieu Anguille, Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. vous êtes fondateur du cabinet de conseil IPSK. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV pour parler aujourd'hui de l'immobilier d'éducation. Ma première question d'ordre assez général pour comprendre ce marché. Aujourd'hui, l'appétit des investisseurs est-il particulièrement aiguisé pour l'immobilier d'éducation? Tout à fait. Alors c'est tout d'abord plus qu'une résilience de ce secteur, c'est bien son dynamisme, le dynamisme de l'enseignement supérieur privé et de la formation professionnelle dans un contexte de tension sur les rendements d'autres classes d'actifs qui aiguisent l'appétit de ces mêmes investisseurs. On observe surtout une concentration continue des utilisateurs par croissance externe et par croissance organique. On parle de croissance à deux chiffres ici, dont certains représentent aujourd'hui des signatures locatives dignes de multinationales. Je vais vous donner un exemple. Galileo, groupe 100% privé, représente désormais plus de 100 000 apprenants en encours. Il faut comparer ce chiffre aux quelques milliers d'élèves de chaque école consulaire de type Subdeco. C'est pour avoir une échelle. Un autre exemple, ces mêmes écoles de commerce de type Subdeco ont récemment développé des implantations qui vont de 2000 à 8000 m² en Île-de-France parce qu'elles visent une taille critique et l'acquisition de parts de marché qui est en plein essor. Je vais vous donner quelques exemples qui sont de notoriété publique. Neoma vient de développer un bâtiment, est en cours de livraison à Paris 13e et on parle de plus de 5000 m². Le M Lyon à Paris 12e, Schema à Suresnes, l'EDEC à Paris 2e. Donc on observe bien une recherche de la taille critique qui est liée à une croissance à deux chiffres de l'effectif public qui vient dans ces écoles. On observe également une mise sur le marché d'immeubles par l'État et d'immeubles très significatifs et jusqu'ici exploités par le secteur public en raison d'une volonté de développer des pôles de recherche et d'excellence en périphérie des grands centres urbains. Donc tout ceci conditionne un écosystème très favorable et on observe des développeurs immobiliers et des porteurs de projets à la recherche de relais de croissance dans un contexte économique évidemment tendu actuellement. Et donc ces développeurs cherchent à accompagner ces mouvements, la forte croissance et la relocalisation propre à ce secteur, par reconversion ou par réhabilitation lourde. On va citer un exemple très significatif, la vente du site de 20 000 m² d'AgroParisTech à Paris 5e, dont Hertel a été titulaire, et aujourd'hui associé à Soposa Tethys. Vous imaginez bien que pour attirer de tels investisseurs, c'est qu'il y a un vrai relais de croissance immobilier derrière cette classe d'actifs. Justement, revenir là-dessus et les préciser. Aujourd'hui, pour un investisseur immobilier qui voudrait aller sur ce secteur et sur ce marché, quelles sont les particularités, les fondamentaux de ce marché aujourd'hui? Alors évidemment, comme tout investisseur, on va aller chercher déjà du rendement. Alors ça tombe bien puisque la croissance de ces utilisateurs leur permet de servir ce rendement. Donc on trouve assez facilement, évidemment, plus les signatures sont belles, plus le taux est faible à l'acquisition d'un immeuble loué, mais on va trouver facilement du rendement de 4 à 5%, mais également du TRI à terme, parce que ce sont souvent des immeubles qui représentent de la plus-value à terme. On peut trouver des TRI qui s'approchent de 10%. Donc ça reste une classe d'actifs très intéressante, contrairement aux idées reçues, et qui n'a pas à pâlir face à d'autres qui, je dirais aujourd'hui, voient leur rendement plutôt s'effilocher dans le contexte actuel. En revanche, les particularités de ce secteur d'investissement sont les suivantes. Il faut savoir s'adapter aux spécificités des utilisateurs, tant les pédagogies et les sous-secteurs d'enseignement sont variés. On va prendre un exemple assez simple. On imagine assez aisément qu'une école d'art n'a pas les mêmes besoins en volume et en espace qu'une école de paramédical ou qu'une école de commerce. Il est bien évident qu'il faut savoir s'adapter, pousser les murs ou les resserrer en fonction du besoin de l'utilisateur, qu'il ne saura pas forcément exprimer de manière très précise. Donc ça demande vraiment aux développeurs de se mettre au niveau de l'utilisateur et de comprendre son langage.
Le troisième point très important, qui vise à accompagner la croissance des utilisateurs, c'est le fait de devoir constituer un stock d'immeubles cohérent géographiquement et qualitativement pour répondre aux demandes régulières de nouvelles surfaces. Il n'est pas rare qu'une école intègre à chaque rentrée 300, 400, 500 nouveaux effectifs. Dès lors, ce sont des milliers de mètres carrés qu'il faut immédiatement mettre à disposition d'une année sur l'autre. Alors, ça paraît ambitieux, mais jusqu'ici, elles y parviennent, parce qu'il y a justement des acteurs qui se mobilisent pour essayer de leur délivrer les immeubles idoines. Et alors justement, si on regarde l'expansion de ce secteur aujourd'hui, qui est l'immobilier d'éducation, où en est la France? Est-ce qu'on en est encore au début? Est-ce qu'on est par rapport à peut-être à une classe d'actifs qui peut être plus avancée dans d'autres pays européens ou outre-Atlantique? Voilà, où en est-on aujourd'hui en France du développement de cette classe d'actifs? Alors, c'est effectivement le troisième, je dirais, axe très positif de cette classe d'actifs, c'est évidemment sa maturité. Alors, son niveau de maturité. Aujourd'hui, on commence, je dirais, à voir le pic exponentiel de ce secteur. L'avantage d'être au début de la courbe exponentielle, c'est évidemment que le meilleur reste à venir. Mais c'est demain. On y est déjà. Je pourrais comparer cela avec le marché du coworking il y a à peu près 10 ans, qui depuis a fortement explosé. Donc, pour vous donner une illustration parfaite, c'est les utilisateurs les plus dynamiques en termes de développement commercial pour suivre cette croissance à deux chiffres d'acquisition de nouveaux étudiants appliquent un modèle asset light. Asset light en termes d'immobilier. Ceci afin de consacrer leur capacité d'autofinancement à l'acquisition de prospects et de parts de marché, c'est un petit peu la course à l'échalote, et non évidemment au remboursement de prêts immobiliers, ce qui constitue une opportunité pour les développeurs immobiliers. J'ajouterais que le contexte est également favorable à une accélération, puisqu'aujourd'hui, bon, il n'est pas secret de dire que le risque de vacances de la classe d'actifs bureaux s'accroît dans un contexte sanitaire et de nouveaux modes de travail, le télétravail, le coworking, etc. Donc, ça génère quand même un besoin de reconversion de certains actifs, peut-être moins bien positionnés que d'autres sur leur marché. Et enfin, et là, ça intéresse évidemment les investisseurs institutionnels qui, eux, aiment loger dans leur bilan soit de la pierre papier, soit des immeubles en direct, c'est une image d'ISR évidente. Quand on investit sur l'éducation, on investit sur la jeunesse, on investit sur l'avenir. Je vois mal ce qu'il y a de plus ISR que cela. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Anguille d'avoir accepté de répondre à l'invitation de BITV. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet de conseil IPSK et que vous êtes donc spécialisé particulièrement sur cette activité. Merci à vous de m'avoir reçu, Alexandre. Merci et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV. Merci, au revoir.